Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on s'attaque au test de cette petite 7800 XT Pulse de chez Sapphire. Juste après la petite sponsor, allons-y, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24. Avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50. Et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là où les clés que vous avez commandées par email, ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam, au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Alors la 7800 XT, c'est basé sur la puce Navi 32 et donc l'architecture RDNA3 d'AMD. Et c'est une carte qui était quand même assez attendue, tout simplement car elle était prévue de longue date et elle a mis quand même beaucoup de temps à arriver. Puisque pour rappel, les premières cartes à base de RDNA 3, donc les 7900 XT et XTX, elles sont sorties en décembre dernier, donc environ 10 mois d'écart avec cette nouvelle déclinaison. Et un délai aussi long, en vrai ça arrive quasiment jamais. La sortie d'un line-up de cartes graphiques, généralement, ça se fait en plus ou moins un trimestre, soit tout du moins pour les modèles principaux, hors refresh bien évidemment. Pourquoi est-ce qu'on a un laps de temps aussi long pour cette sortie pour Navi 32 ? Tout simplement car on est sur une génération de cartes graphiques quand même assez particulière, où les fabricants ont dû faire avec un stock de matos d'ancienne génération assez conséquent, qui faisait suite à une demande énorme en 2021, suivie d'une baisse tout aussi spectaculaire par la suite. Et un des gros challenges majeurs pour AMD et pour Nvidia, et aussi en réalité dans une moindre mesure pour Intel, c'est surtout de tenter d'écouler le stock qui reste au prix le plus élevé possible, tout en lançant une nouvelle génération en parallèle. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus que les capacités de production chez TSMC pour fabriquer les puces, elles sont réservées et elles sont aussi payées à l'avance, et les deux marques, en réalité, n'avaient pas d'autre choix que de lancer cette nouvelle génération, même dans un contexte vraiment plutôt défavorable pour un lancement. Ce qui fait qu'on a vu apparaître des cartes de nouvelle génération avec un ratio performance-prix quand même très décevant dans l'ensemble, et en plus, pour rien arranger en Europe, on n'a pas été aidé par le taux de change, je dirais, qui était, et qui est toujours d'ailleurs, à un niveau bien moins favorable qu'à l'époque des sorties des RX 6000 et RTX 3000, ce qui nous a donné un double combo de hausse de prix quand même plutôt moche. Mais bref, pour revenir à la 7800 XT, elle arrive si tard tout simplement car il y avait un énorme stock de Navi 21 de la génération précédente et celui-ci a mis beaucoup de temps à s'écouler malgré des baisses de prix régulières sur les 6800 XT, 6900 XT et tout ça depuis le début d'année 2023. Et comme on peut l'observer à l'heure actuelle, il y en a de moins en moins dans les boutiques, des 6800 XT par exemple, c'est la fin du stock, il y en a encore. Ça va continuer de s'écouler tout doucement, mais ça va se faire de plus en plus discret pour disparaître petit à petit. Donc bon, ça c'était le contexte, mais intéressons-nous maintenant à la puce et à la carte elle-même. Donc Navi 32, c'est une puce qui a énormément de points communs avec le Navi 31 qui équipe les RX 7900. On retrouve une conception sur base de chiplets avec ce découpage de GPU en plusieurs parties, un JCD qui est gravé en 5N chez TSMC et les MCD qui sont eux sur le 6N. Et pour rappel, grosso modo, le JCD, c'est là où on retrouve les unités de calcul, et les MCD, eux contiennent les contrôleurs mémoire et le cache de niveau 3. Sur Navi 31, on avait un JCD et 6 MCD pour la 7900 XTX, 5 MCD actifs pour la 7900 XT et 4 pour la GRE. À chaque fois qu'on désactive un MCD, on ampute une partie du bus mémoire et du cache. Sur Navi 32, on retrouve donc un JCD entouré de 4 MCD. Au niveau des specs, on a une puce avec 60 compute units, 240 TMU, 96 ROP, un bus mémoire de 256 bits avec 16 Go de RAM en GDDR6 à 19.4 Gbps seconde. Au niveau de la fréquence GPU, on est sur 2430 MHz en boost avec une consommation annoncée de 263 watts. Ouais, c'est très précis. Et si on compare au Navi 31 complet de la 7900 XTX, ça nous fait une baisse assez importante d'environ 37% du nombre de compute units, plus de 35% de bande passante en moins, et comme on réduit également le cache de niveau 3, on a 33% en moins là aussi. Donc c'est une puce
ici quand même significativement plus petite que sa grande sœur. Par contre, c'est aussi intéressant de comparer les specs avec la 6800 XT, puisque vous le savez déjà sûrement, la 7800 XT est très proche de celle-ci au niveau des performances, malgré des specs quand même assez différentes. La 6800 XT, elle est basée sur un Navi 21 castré, on y retrouve 72 compute units, 288 TMU, 128 Europe, sur un bus mémoire 256 bits avec 16 Go de RAM, en GDDR6 là aussi à 16 Gbps seconde, et un cache L3 de 128 Mb avec une fréquence du GPU à 2250 MHz. Et effectivement, en face à face, on se demande comment la 7800 XT pourrait rivaliser au niveau de la puissance brute. On est sur 11% de compute unit en moins, avec tout ce qui en découle aussi sur les TMU et les ROP, ou même les RT Core qui sont eux aussi liés au nombre de compute unit. Alors déjà, RDNA 3 est très légèrement plus efficace à nombre de compute unit équivalent à RDNA 2. On a une augmentation des fréquences GPU d'environ 8%, et on a surtout une bande passante plus élevée de 21%. Pour le cache de niveau 3, par contre, alors sur RDNA 3, AMD avait fait le choix d'en avoir moins, mais qu'il soit beaucoup plus rapide. Va savoir si c'est vraiment le meilleur compromis ou pas, on sait pas trop, mais bon. Du coup, faut pas juste regarder le nombre de compute units et se dire que Navi 32 n'a aucune chance. Si on prend tout en compte, les deux cartes doivent se retrouver plutôt proches au final, malgré une légère perte d'efficacité globale, je dirais, due au chiplet contre du monolithique. Et pour observer tout ça aujourd'hui, j'ai testé une carte de chez Sapphire, le modèle Pulse. Bon, j'ai acheté celui-ci car c'était le moins cher, tout simplement. J'avais quelques craintes vis-à-vis de ma 7600 Pulse, qui m'avait laissé un petit peu sur ma faim d'un point de vue silence, mais ici, pour la 7800 XT, c'est plutôt correct. On est dans la moyenne. Je la qualifierais pas de carte hyper silencieuse, mais il n'y a vraiment rien d'anormal au niveau du bruit. Au niveau de la chauffe, là aussi, il n'y a aucun problème, la carte est réglée pour se maintenir aux alentours des 63 degrés environ. Ceux qui souhaitent plus de silence n'auront qu'à aussi modifier un petit peu la courbe de ventilation pour la laisser chauffer un petit peu plus, puisque en réalité, il y a quand même assez de marge. Donc pour moi, ici, le système de refroidissement est largement suffisant, et je le rappelle, les performances d'un système de refroidissement, ça se résume pas à son nombre de ventilateurs, c'est la conception de l'ensemble qui importe, puisque une des pires cartes que j'ai en bruit et en chauffe, c'est un modèle avec 3 ventilateurs, donc regardez des tests quand vous faites votre choix, plutôt que de juste regarder le nombre de ventilateurs sur une carte, ça ne veut pas dire grand chose. Sinon, plus globalement, au niveau du look, c'est les lignes de la gamme Pulse actuelle, on aime ou on n'aime pas, c'est relativement simple, alors j'irai pas dire que c'est sobre, mais on n'a pas de RGB ici non plus. Point bonus pour avoir mis les étiquettes en dessous de la carte, et pas sur le dos ou la tranche, comme ça arrive sur certains modèles, et c'est quelque chose qui devrait être fait chez plus de constructeurs. On n'a également pas de câble apparent sur la tranche, on a une backplate en métal, un 2x8 pins pour l'alimentation, et attention par contre, au niveau des sorties vidéo, on est sur 2 ports HDMI et 2 DisplayPort, au lieu de 3 DisplayPort et 1 HDMI, comme c'est le cas sur la majorité des cartes à l'heure actuelle. Donc pas grand chose à redire pour cette Pulse ici, pour moi il n'y a pas vraiment de raison d'acheter des modèles plus chers, et qui sont souvent hors de prix, en dehors de rechercher un look particulier. Pour rappel, l'overclocking d'usine, c'est souvent juste une bonne excuse pour faire grimper les prix. Vous pouvez le faire vous-même, cet overclock là, sur quasiment n'importe quelle carte. Les 100 MHz de plus de la Nitro Plus par exemple, ça se fait totalement sur la Pulse sans aucun problème. Et allons voir maintenant ce que ça donne du côté des performances. Alors pour cette 7800 XT, au niveau des tests, comme d'habitude, tout ce qui est protocole et tout ça, ça se retrouvera dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Ici pour le 1080p et le 1440p, on a 20 cartes qui sont testées, et pour le 3440 par 1440 et la 4K, on aura 12 cartes. On est toujours sur les 15 jeux qu'il y avait lors du test de la 7900 XTX. On a une paire de jeux où les résultats seront mis à jour par rapport à la dernière fois, puisqu'il y a eu des patchs et des nouveaux drivers. Pour la vidéo aussi, je vais uniquement détailler quelques jeux en 1440p. Pour les autres titres et les autres résolutions dans le détail, vous pouvez vous reporter sur la vidéo annexe avec tous les slides. C'est en première ligne de la description de la vidéo. Et pour ceux qui veulent observer ça de manière un petit peu plus posée, c'est aussi disponible pour les membres de la page Ko-fi. Enfin bref, allons-y. Petit tour rapide sur Blender Open Data pour l'applicatif. Alors, sur ce benchmark, c'est toujours compliqué pour AMD sous Windows, tant que Rock M ne sera pas implémenté dans ce bench. On espère que ça changera assez rapidement, mais en l'état, je dirais que la 7800 XT, ça se retrouve légèrement au-dessus d'une 2080. Qui est pas génial. Et c'est quand même un petit peu dommage, puisqu'au niveau du compute, on se doute bien que la carte en a beaucoup plus que ça sous le capot. On passe du coup sur la partie gaming. Alors sur Oplectel Requiem, on peut voir que la 7800 XT se débrouille vraiment plutôt pas mal, puisqu'ici on est environ 8% au-dessus de la 6800 XT et de la 4070. Et si on compare à la 4060 Ti 16 Go qui est sortie à un tarif similaire, on est à plus de 50% de performance en plus, ce qui est quand même assez massif. Si on active le ray tracing, par contre, alors là clairement la 4070 passe devant, avec 28% de performance
performance en plus. Là, la 7800 XT se retrouve en face de la 4060 Ti, mais on est tout de même un bon petit cran au-dessus par rapport à la 6800 XT. Malgré tout, toutes ces cartes-là se retrouvent en dessous des 60 FPS de moyenne, donc c'est quand même assez difficile de jouer sans upscaling avec le ray tracing d'activer sur ce titre-là. Et avec l'upscaling justement, en 1440p qualité, ce qui est vraiment ma limite personnelle pour l'upscaling en 1440p, et il est aussi important de préciser qu'il n'y a pas de FSR dans le jeu, du coup j'utilise l'upscaling maison du titre pour les Radeon, en mode quality, ce qui semble cohérent d'un point de vue performance, puisque la 7800 XT se retrouve toujours plus ou moins au même niveau que la 4060 Ti avec son DLSS 2, et les deux cartes tournent maintenant dans les 50 FPS. Alors par rapport à la 6800 XT, c'est toujours un gain plutôt appréciable. Évidemment ici, Nvidia a l'avantage pour la 4070, avec aussi le FrameGen qui permet d'aller chercher les 100 FPS par exemple. Et on passe ensuite sur Baldur's Gate 3. Alors sur le jeu, on avait déjà pu observer que la plupart des cartes s'en sortent sans gros problème, puisque même la GTX 1060 ici parvient à sortir environ 30 FPS de moyenne en 1440p en détail élevé. On note tout de même que les GeForce ont un avantage sur les 1% sur ce jeu-là, mais bon, on voit surtout que la 7800 et 6800 XT et RTX 4070 offrent une expérience de jeu relativement similaire. La 4060 et 16 Go par contre reste ici encore une fois quand même bien loin derrière. Et on passe sur Cyberpunk 2077 en rasterisation en mode ultra. Alors on voit qu'ici la 7800 XT offre un gain appréciable quand même vis-à-vis de la 6800 XT et par rapport à la 4070 aussi. Et c'est clairement un jeu qui semble apprécier RDNA 3 en rasterisation du moins, puisque la 7800 XTX et la 7600 étaient déjà avec un certain avantage sur leurs concurrentes directes. Par contre, une fois qu'on active le ray tracing, alors c'est pas du tout la même histoire, et là les Radeon prennent quand même assez cher sur le titre. On voit que la 7800 XT se retrouve maintenant en face de la 4060 Ti 16 Go et la 6800 XT en face de la 4060 Ti 8 Go qui peine un petit peu plus avec ses 8 Go de VRAM. Malgré tout, sans upscaling, c'est quand même très compliqué là aussi pour la plupart des cartes, puisque même la 4080 n'atteint pas les 60 FPS de moyenne en natif. Si on active l'upscaling, on arrive sur du 45 FPS de moyenne pour la 7800 XT, ce qui reste plus agréable que la 6800 XT et ses 39, mais bon, là aussi, gros avantage pour Nvidia, vu que l'avantage de base qu'elles ont sur le titre se retrouve amplifié avec le DLSS, et aussi le FrameGen qui permet à la 4070 et même la 4060 Ti de prendre l'avantage. Alors on sait aussi que le FSR 3 sera présent sur ce jeu là, et on espère vraiment que ça viendra aider AMD qui en a quand même assez besoin sur ce titre là. On passe sur Fortnite en mode épique en rasterisation, et c'est à l'avantage d'Nvidia ici, puisque la 4070 se retrouve devant la 7800 XT. Malgré tout, c'est en progrès vis-à-vis de la 6800 XT avec environ 10% d'écart, donc c'est plutôt pas mal ici pour la nouvelle venue. Et avec Lumen en mode hardware, donc le ray tracing, c'est plutôt bon pour la 7800 XT qui repasse même devant la 4070 d'une courte tête, mais c'est quelque chose que l'on peut aussi observer sur les autres cartes en RDNA 3 qui tirent quand même assez bien leur épingle du jeu dans ce scénario-là. Par contre, problème avec les cartes d'Intel ici, avec les derniers drivers, avec Lumen ça bug complètement et c'est totalement injouable, donc j'espère que ce sera corrigé dans le futur avec de nouveaux drivers, car c'était pas un problème avec les drivers un petit peu plus anciens. Pour les upscalers ici, pas de FSR ou de FrameGen, du coup pour les cartes d'AMD, il faut passer par le TSR de l'Unreal Engine 5, ça permet à la 7800 XT d'approcher pas loin des 100 FPS de moyenne, ce qui est plutôt pas mal là aussi. Et on enchaîne avec Forza Horizon 5, alors c'est toujours un jeu qui est à l'avantage d'AMD, et ici la 7800 XT se retrouve même juste à peine derrière la 4070 Ti, ce qui est vraiment un plutôt bon score. Donc c'est un autre jeu qui semble quand même plutôt bien apprécier RDNA 3, surtout depuis qu'il y a eu une mise à jour des drivers récente, puisqu'on voit que même maintenant la 7600 vient chatouiller les 4060 Ti, et la 7900 XTX, la 4090, avant c'était pas le cas. Pour ce qui est de l'upscaling sur le titre, je passe rapidement dessus, puisque comme vous pouvez voir ici, ça n'apporte quasiment rien, que ce soit le DLSS 2, le FSR 2 ou même le FrameGen, il n'y a que la 4090 qui en profite un petit peu, mais l'upscaling en général, ça fait même perdre des performances, donc sur le titre, il n'y a quasiment aucune raison de l'activer sur aucune des cartes. Pour Hogwarts Legacy, c'est toujours un titre où les performances sont très instables dans l'ensemble, particulièrement avec ma scène de benchmark où on traverse le château en ligne droite assez rapidement, ce qui fait que les 1% souffrent beaucoup, comme on peut le voir ici. Malgré tout, c'est quand même clairement l'avantage d'AMD, puisque la 7800 XT arrive ici aussi au niveau de la 4070 Ti, là où la 4070 se retrouve quand même clairement derrière même la 6800 XT. Alors là aussi, c'est dans la lignée de ce qu'on a déjà pu observer sur le reste de la gamme, avec la 7600 qui est au niveau de performance de la 4060 Ti, et la 7900 XTX qui se retrouve devant la 4090 sur ce titre-là. Avec le ray tracing, par contre, ça bouge pas mal, on voit que la 4070 reprend le devant sur la 7800 XT, qui se débrouille tout de même pas si mal, puisqu'elle n'est seulement que 10% derrière, là où la 6800 XT c'est pas loin de 17%.
Par contre, au niveau des 1% low, les Radeon subissent des baisses plus marquées que les GeForce ici. Donc c'est quand même intéressant de voir que la situation s'inverse complètement avec le ray tracing d'activer qu'en mode rasterisation brute. Et avec les upscalers, on retrouve des écarts similaires, la 7800 XT arrive presque aux 100 fps, la 4070 garde un petit avantage, et avec le FrameGen, ça lui permet de gratouiller encore quelques fps en plus. On passe sur Ratchet & Clank Rift Apart. Alors ici, les Radeon s'en sortent aussi plutôt pas mal, et c'est quelque chose qu'on a observé depuis la sortie du titre, elles ont clairement un avantage sur les 1%, et c'est toujours le cas pour la 7800 XT qui se place donc un cran au-dessus de la 6800 XT et de la 4070 qui sont assez proches l'une de l'autre. On note aussi que sur le titre, les cartes avec 8 Go de RAM sont assez à la peine. On voit par exemple que la 4060 Ti 8 Go se fait déjà distancer par le modèle 7 Go, mais aussi par la 6700 XT par exemple, et la 770 d'Intel vient même se positionner juste en face, en proposant des 1% plus stables. Avec le ray tracing, les GeForce reprennent l'avantage d'une courte tête pour la 4070, la 6800 XT se fait distancer légèrement aussi. Par contre, encore une fois, les cartes avec 8 Go de RAM souffrent pas mal, la 4060 Ti en 8 Go, elle s'effondre encore plus que la 3060 Ti qui tient sûrement un petit peu mieux grâce à son bus mémoire plus large et ses lignes PCI Express en plus. Peut-être une conséquence ici du direct storage, mais ça n'empêche pas la 3060 Ti de se retrouver elle-même derrière la 3060 et ses 12 Go de RAM. Pour les RX 7600 et 6600, là c'est la catastrophe, elles s'effondrent totalement ici, et elles se retrouvent même derrière la 2060. Et l'upscaling dans l'histoire, ça permet aux cartes d'AMD de grappiller plus de perf et d'être un petit peu plus confort en allant s'approcher des 100 fps. Intéressant de noter quand même qu'ici, pour les 4060 Ti, le FrameGen n'aide pas beaucoup, puisqu'il ne permet pas à la 4060 Ti 16 Go par exemple de faire mieux que la 7800 XT avec le FSR2. On passe ensuite sur Remnant 2. Alors on note toujours un avantage sur le titre pour les Radeon, et clairement les 6800 et 7800 XT mettent un taquet à la 4070, et même la 4070 Ti, elle n'est pas vraiment la fête ici. Bon alors après c'est quelque chose qu'on avait déjà pu observer sur le titre, qui semble apprécier les cartes d'AMD. Avec upscaling, ça bouge pas beaucoup, faut passer par le FrameGen pour voir la 4070 prendre un léger avantage sur la 7800 XT ici. Par contre, l'implémentation du FSR sur le jeu est quand même assez catastrophique, la qualité d'image est vraiment cracra. Donc là, Nvidia a un avantage sur la qualité d'image. Pour AMD, il vaut mieux utiliser le XeSS plutôt que le FSR sur ce titre. On passe sur Jedi Survivor, qui vient d'avoir un gros patch qui impacte les performances de manière plutôt modérée, puisque ça change quasiment rien en fait, refait tous les tests. Mais bon, on voit que la triplette 4070, 6800 XT, 7800 XT, c'est toujours dans les mêmes eaux, avec un avantage pour les Radeon ici. Comme souvent avec le ray tracing d'activer, c'est l'inverse. La 4070 passe d'un poil devant la 7800 XT, et la 6800 XT se fait un petit peu plus distancer ici. Par contre, le jeu vient d'avoir un patch qui rajoute le DLSS 2 et le DLSS 3, donc le FrameGen, qui vient booster les performances des GeForce de manière quand même plutôt appréciable. Et enfin, on retrouve The Last of Us Part 1. Ici aussi, les 6800 et 7800 XT se retrouvent devant la 4070, mais les Radeon se débrouillent très bien sur le jeu en général. Là aussi, c'est un jeu qui a été patché dernièrement au niveau des drivers pour améliorer les performances sur RDNA 3. Du coup, les cartes se comportent vraiment plutôt pas mal. Ici, comme on est en détail élevé, les cartes avec 8 Go de RAM s'en sortent toujours plutôt pas mal. Et si on active l'upscaling, sur ce jeu-là, ça fait pas vraiment bouger les lignes. On a un gain de performance assez classique, voire linéaire. Pas grand-chose à dire. On passe donc au récap en 1080p, et on voit que la 7800 XT se positionne environ 6-7% au-dessus de la 6800 XT et 4070, ce qui est vraiment pas si mal, même si concrètement en l'usage, c'est quasiment imperceptible la plupart du temps. 7%, c'est pas une différence fondamentale, on reste dans le même niveau de jeu. Par contre, là où ça fait quand même un petit peu plus mal, c'est avec la 4060 Ti 16 Go qui se retrouve quand même bien à la peine, avec un avantage de plus de 35% pour la 7800 XT. Donc on comprend bien que le positionnement tarifaire de la 4060 Ti 16 Go est devenu totalement intenable. Puisque non seulement la 7800 XT fait beaucoup mieux en rasterisation, mais si on active le ray tracing, la 7800 XT reste devant les 4060 Ti, et dans le pire des cas, elle vient faire égalité avec elle. Par contre, clairement, la 4070 remporte la victoire au niveau du ray tracing, mais l'écart se réduit de moitié sur ce terrain-là aussi par rapport à la 6800 XT. Donc oui, la 7800 XT est quand même moins bonne sur ce créneau-là que la 4070, mais l'écart n'est plus aussi marqué qu'auparavant. Et je dirais que le jeu qui fait le plus souffrir les Radeon, c'est clairement Cyberpunk par exemple, où là les GeForce ont quand même un avantage assez marqué. On enchaîne sur le 1440p en raster, là aussi, la 7800 XT garde un avantage sur les 4070 et 6800 XT d'environ 7-8%, ça fait environ 10 fps d'écart en moyenne, c'est un écart là aussi quasiment imperceptible, mais malgré tout la 7800 XT reste clairement devant.
Et là aussi, la comparaison avec la 4070 Ti 16Go fait quand même très mal, puisqu'on est maintenant sur plus de 45% d'écart. Car la 4060 Ti, elle perd énormément de performance dès qu'on passe au-dessus du 1080p. Le ray tracing en 1440p, même schéma qu'en 1080p, la 7800 XT est toujours à mi-chemin entre la 6800 XT et la 4070. On note aussi que la 4060 Ti 16Go se démarque déjà du modèle 8Go qui coince avec son manque de VRAM sur certains titres. En 3440 par 1440, pas de gros changements par rapport au 1440p, mais tout de même, on est sur environ 10% d'écart avec la 4070 et 6% avec la 6800 XT. Et là, l'écart se creuse encore plus avec les 4060 Ti, puisqu'on est maintenant plus très loin des 50% d'écart. Et avec le ray tracing, là aussi on retrouve la 7800 XT en sandwich avec la 4070 et la 6800 XT. Après, je dirais qu'au niveau du ray tracing, ça devient tellement lourd de toute façon qu'il est quasiment impossible de l'utiliser en natif sans passer par de l'upscaling. Dans cette résolution-là, ça commence déjà à coincer fortement. On passe du coup en 4K, et ici, la 4070 se retrouve parlant de 11% derrière la 7800 XT, et la 6800 XT, elle est autour des 7% en dessous. Ce qui nous place la 7800 XT presque à mi-chemin de la 4070 Ti, et c'est vrai qu'elle aussi, tout comme la 4070, elle perd pas mal de performance en 4K, c'est quelque chose qu'on a déjà pu observer à plusieurs reprises. Et ici, la 4060 Ti 16Go est complètement larguée avec 55% d'écart, ça fait très mal. Au niveau du ray tracing, alors je passe assez rapidement car c'est totalement inutilisable sans upscaling pour toutes les cartes en dehors de la 4090, et même si ici la 7800 XT est vraiment juste derrière la 4070, c'est totalement inutilisable dans la plupart des jeux pour les deux cartes. En ce qui concerne le perf par watt, alors sans surprise, les RTX 4000 restent devant, par contre la 7800 XT n'est pas si loin derrière que ça, elle est un petit poil plus efficace que ne l'était la 7900 XTX par exemple, qui était poussée je dirais plus loin que sa courbe optimale, donc tout du moins pour le modèle custom d'XFX que moi j'avais testé. Et vis-à-vis de la 6800 XT, c'est du coup forcément un gain d'efficacité plutôt appréciable d'environ 25%. Donc là aussi on est un petit peu à mi-chemin avec les RTX 4000. Avec le ray tracing, pas de gros changements, si ce n'est que la 7800 XT est ici plus efficace de 30% sur la 6800 XT, grâce à des performances légèrement meilleures au niveau du ray tracing. On passe ensuite sur quelque chose qui fait pas mal parler autour de Navi 32, c'est les capacités en overclocking. Alors attention quand même, au niveau de l'overclocking ou de l'undervolting, il n'y a rien de garanti. Vous pouvez avoir une carte qui gagnera plutôt pas mal en performance, comme une carte qui sera totalement catastrophique. L'exemple typique pour moi, c'est ma 6800 XT par exemple, qui est une quiche totale en overclocking comme en undervolt. Donc non, toutes les 7800 XT ne vous permettront pas de gagner quasiment 15% comme un des modèles qu'on a pu observer chez Tech Power Up. Et une Nitro Plus ne vous permettra pas forcément de faire mieux du côté de l'overclocking qu'une Pulse. Il n'y a pas de binning vraiment poussé sur les GPU sur ce type de segment, donc c'est totalement aléatoire. Mais bon, en ce qui concerne ma carte, comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à en tirer pas très loin de 10%. L'overclocking avec RDNA 3, c'est toujours un mix d'undervolt et d'overclock, donc c'est un process assez particulier. Mais c'est vrai que 10%, ça reste plutôt pas mal, puisque du coup, on doit se retrouver à des performances légèrement supérieures à une 6900 XT. Mais bon, faut quand même garder à l'esprit que du côté de l'overclocking, vous pouvez aussi tomber sur une carte qui ne voudra absolument rien savoir et vous ne gagnerez peut-être même pas 5%. Donc l'overclocking, c'est pas une science exacte, il y a un côté très aléatoire à la chose, il faut aussi avoir un petit peu de bol, même s'il y a certains modèles de cartes parfois qui ont plus de facilité que d'autres au niveau de l'overclocking. Est-ce que la 7800 XT ça en fait partie? On n'a pas encore assez de recul pour l'affirmer, même si c'est vrai que des différents modèles qui ont été testés à droite à gauche, ça semble encaisser plutôt pas mal. Avant de passer à la conclusion, un mot rapide quand même sur l'upscaling et le framegen. Alors on a pu voir qu'en 1440p pour le framegen, ça passait plutôt pas mal la plupart du temps, même sur les 4060 Ti ou même la 4070, même si sur certains titres, le résultat n'est pas forcément incroyable au niveau de l'augmentation de performance. Mais je rappelle aussi qu'en 4K, comme vous pouvez le voir ici, c'est pas du tout la même chose. Et même si on a des titres comme Plectel Requiem ou Cyberpunk qui permettent d'avoir un scaling plutôt sympatoche, c'est pas optimal pour autant, puisque comme les FPS de base sont assez bas, du coup la qualité d'image avec le framegen n'est pas géniale non plus, car on voit un petit peu plus les artefacts. On a aussi des jeux comme Diablo 4 où le framegen fait perdre en performance vis-à-vis du DLSS 2 sur toutes les cartes. Formula One 2022 ou en dessous de la 4080, le framegen ne fait rien gagner, voire perdre en performance. Ratchet & Clank, le framegen n'apporte là aussi pas énormément de performance en dehors de la 4090, donc tout ça pour dire que le framegen en 1440p sur des cartes type 4070 ou 4060 Ti
ça passe encore, puisqu'on fait également un upscale à partir d'une résolution légèrement en dessous du 1080p, mais pour le FrameGen en 4K, même en mode balanced, en mode équilibré, on upscale à partir d'une résolution légèrement en dessous du 1440p, ce qui est pas énorme en réalité, mais on voit que le gain est bien moins bon sur ces cartes-là, en dessous de la 4080. Donc oui, le FrameGen, alors c'est très bien dans certaines conditions, mais c'est pas non plus une solution magique partout, tout le temps, avec toutes les cartes. Ce que je veux surtout dire, c'est qu'il faut pas acheter une 4060 Ti ou une 4070 en vous disant que le DLSS 3 vous permettra d'upscale vers la 4K sans accro. C'est clairement pas comme ça que ça fonctionne. Puisque selon la carte que vous allez utiliser et le jeu, il y a des plages d'upscale qui sont plus ou moins optimales pour que le FrameGen donne son meilleur résultat. Alors, c'est une question que je me pose aussi avec ce qui se passera avec le FSR 3 de chez AMD et les limitations qu'il pourra avoir, mais je pense pas que ce sera vraiment très différent. Donc, la 7800 XT, alors au final, déjà j'ai eu quelques soucis de stabilité dans certains jeux, particulièrement avec le ray tracing d'activer. J'avais quelques plantages sur Cyberpunk, Hogwarts Legacy et surtout Ratchet & Clank, qui était du coup vraiment très pénible à bench. Et c'est peut-être pour ça qu'au moment de la sortie du jeu, le ray tracing n'avait pas été activé sur les Radeon. J'espère que c'est un souci de jeunesse des drivers, ou peut-être du jeu qui a besoin d'un patch, mais j'espère que ce sera corrigé rapidement, puisque ça plantait quand même beaucoup, et c'était très pénible. Alors pendant le test, j'ai aussi eu des problèmes avec la 4060 Ti 8 Go, par exemple sur Hogwarts Legacy en 4K avec ray tracing en natif. Alors bon, c'est des conditions, je dirais, extrêmes pour cette carte-là, mais c'est la seule qui plantait, et ça le faisait pas avant. Donc j'ai testé plusieurs drivers, plus anciens aussi, et ça changeait rien. Donc est-ce que c'est un cause d'un patch récent sur le titre ou pas? J'en sais rien, mais c'était pénible, du coup, j'ai pas pu donner de résultat puisque ça plantait très rapidement. Et j'ai aussi eu des problèmes avec les cartes d'Intel, j'ai eu des soucis d'affichage sur Fortnite avec les derniers drivers, ça buguait totalement, particulièrement quand on activait Lumen, là c'était une catastrophe totale. Quand on était en mode normal, ça fonctionnait, mais il y avait aussi des petits bugs d'affichage, donc je sais pas ce qui se passe en ce moment avec Fortnite sur les cartes d'Intel avec le dernier driver, il y a un truc qui coince. Sinon, en dehors de ça, la 7800 XT, je dirais qu'il y a plusieurs façons de voir la chose. S'il veut raisonner avec la même segmentation que sur la génération précédente, alors effectivement, la 7900 XTX, ça aurait dû être la 7900 XT, la 7900 XT, ça aurait dû être la 7800 XT, et la 7900 GRE, la 7800. Et donc en toute logique, la 7800 XT, ça aurait dû être la 7700 XT. Mais bon, je dirais qu'on a eu le même type de décalage chez Nvidia, la segmentation, elle a été mauvaise sur toute cette génération, toutes marques confondues. Et donc si on regarde la 7800 XT avec ce prisme de lecture là, on est effectivement sur une 7700 XT 20$ plus cher que la 6700 XT à sa sortie. Est-ce que c'est grave? Bon, personnellement je trouve pas. En 1440p on est sur une augmentation d'environ 50% des performances pour 4% de prix en plus au tarif MSRP. D'une génération à l'autre, on a quand même vu bien pire. Et si on prend la 6800 XT au tarif MSRP en référence, on est sur pas loin de 30% de gain en coût à la frame d'une génération à l'autre, ce qui est pas si mal que ça non plus en réalité. J'ai même envie de dire que c'est un décalage générationnel plutôt normal. Mais bon, le problème, c'est évidemment les prix vis-à-vis du marché actuel, et ici la 7800 XT est tout de suite beaucoup moins impressionnante face à la 6800 XT, qui a aussi légèrement remonté au niveau du tarif en neuf ces derniers temps avec un stock qui diminue. Et avec un écart si faible, la 7800 XT garde un avantage. Et même en comparant la 6950 XT, on est sur quelque chose de relativement linéaire avec un performance-prix, avec un léger avantage à la nouvelle carte. Personnellement, si je devais choisir entre les deux, j'aurais quand même une préférence pour la 7800 XT vis-à-vis de la 6950 XT, mais je comprends ceux qui seront plus de la team 6950 XT, chacun voit midi à sa porte. Donc oui, d'un pur point de vue pragmatique, on avait déjà ce type de performance pour ce niveau de tarif-là depuis quand même pas mal de temps, donc la carte n'apporte pas grand chose de neuf. Malgré tout, c'est quand même loin d'être une catastrophe. Dans mon panel de jeu, la 7800 XT est tout de même un poil au-dessus de la 6800 XT quasiment tout le temps. C'est pas un gain énorme, mais c'est constant. Je dirais que si les deux cartes sont à un tarif similaire, il n'y a pas de grande raison de partir sur une 6800 XT. Il faudrait d'ailleurs que son tarif baisse de plus de 10 voire même 20% pour que ce soit valable de partir sur l'ancienne génération à l'heure actuelle. Puisque bon, la 7800 XT non seulement elle a un léger avantage au niveau des performances, mais elle a aussi un avantage sur l'efficacité énergétique. On sait aussi par exemple qu'il y a des technologies du type anti-lag+, et donc potentiellement un FSR 3 plus agréable, qui sera disponible uniquement sur la 7800 XT, le FrameGen par les drivers, l'encodage d'hardware de l'Heavy One, un support des drivers potentiellement plus long,
une meilleure cote en occasion plus tard, et peut-être aussi d'autres trucs qui ne sont pas encore apparus, qui pourraient arriver par la suite, on sait pas trop. Donc toutes ces petites choses qui font qu'il y a un tarif quasi équivalent, il vaut mieux prendre la nouvelle carte plutôt que l'ancienne. Alors évidemment, si vous êtes déjà équipé d'une 6800 XT ou un équivalent, l'intérêt est proche de 0. Et si ce type de performance prix vous intéressait pas jusqu'ici, il n'y a pas de raison que la 7800 XT vous donne une envie incontrôlable de passer à la caisse au tarif actuel. Mais bon, comme j'ai déjà dit, rien que le fait qu'elle existe, à ce tarif-là de manière officielle, ça a un impact sur le marché du neuf et de l'occasion aussi. Comme on l'a vu dans le test, on est constamment au-dessus de la 4070 en rasterisation, mais un cran en dessous en ray tracing, particulièrement sur certains titres, et la 7800 XT est quand même loin devant la 4060 Ti 16 Go, alors qu'elle se place juste entre les deux au niveau du tarif. Et si on reprend le coup à la frame, même avec les baisses récentes de la 4070 et de la 4060 Ti 16 Go dues à la sortie de la 7800 XT, la 7800 XT est clairement une menace pour ces deux cartes, si vous prenez un modèle à 550 € évidemment. Donc on est d'accord que la 7800 XT ne révolutionne rien, mais ça reste une proposition plutôt correcte, et ça se fait plutôt rare sur la génération actuelle, donc qu'elle se soit plutôt bien vendue jusqu'ici, c'est pas vraiment hyper surprenant non plus. Je dirais que ce niveau de performance, ça reste vraiment très bon pour du 1440p ou même du 3440 par 1440, et ça roule totalement sur le 1080p. Alors après, évidemment, si vous avez une préférence pour une marque plutôt qu'une autre, les baisses de prix sur la 4070 pourraient vous faire basculer vers la carte de chez Nvidia qui conserve des avantages. On a une consommation encore meilleure, le DLSS qui reste un meilleur upscaler sur la qualité d'image, le FrameGen qui est déjà présent dans pas mal de jeux, là où le FSR3 va commencer de zéro, et bientôt le Ray Reconstruction qui lui aussi permettra d'avoir une meilleure qualité d'image en ray tracing. Donc clairement, si pour vous le ray tracing c'est important, vaudra mieux partir sur des GeForce qui conservent un avantage de ce point de vue-là, il n'y a aucun doute sur le sujet. Pareil, si vous bossez avec votre matos, pour le moment, Nvidia reste devant. Mais évidemment, si vous faites que jouer, vous êtes un puriste du natif et vous détestez le ray tracing et les upscalers, et vous faites même des manifs anti-ray tracing et upscaling dans votre région, et vous voulez aussi 16 Go de RAM, alors oui, dans ce cas-là, la 7800 XT, c'est un très bon choix. La 6800 XT, c'était ma carte préférée du côté de RDNA 2 pour le moment. La 7800 XT, c'est celle qui me plaît aussi le plus pour RDNA 3, même si on est clairement sur une génération particulière. Mais bon, si on doit acheter une nouvelle config, on fait avec le marché tel qu'il est actuellement, et si on veut du neuf, principalement, du point de vue performance prix brut, c'est une des meilleures cartes à l'heure actuelle, et une des meilleures sur la génération entière jusqu'ici. Et comme souvent avec AMD, on peut s'attendre à ce que les prix baissent plus ou moins rapidement, si on en croit les dernières sorties qui ont eu lieu. Pour la 7800 XT, si elle continue à bien se vendre, ça prendra sûrement un petit moment, mais je dirais que c'est plus la 7700 XT dont on parlera prochainement, où ça risque de bouger bien plus vite. Reste aussi, je dirais, l'inconnu autour du FSR3, principalement au niveau de cette performance, selon les cartes que l'on va utiliser, et aussi sa qualité d'image. J'espère vraiment qu'AMD réussira à améliorer la qualité de son upscaler en général aussi, puisque le FSR2, ça fonctionne plutôt bien en 4K, mais en dessous ça se complique quand même très vite pour l'instant, puisqu'en 1440p par exemple, je trouve que l'image est pas forcément terrible, même en mode quality, on est vraiment très borderline. Et on en est à un point où je trouve que si le XeSS est présent dans le jeu, si c'est la dernière version 1.1, la plupart du temps, vaut mieux utiliser le XeSS que le FSR. Et puis, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, du coup, j'espère que ce test vous aura intéressé. Comme toujours, si vous souhaitez donner de la force à la chaîne, n'hésitez pas à faire les trucs pénibles de YouTube, il y a la page Ko-fi de la chaîne et tout ça. Et puis, on se retrouve très rapidement pour le test aussi de la 7700 XT qui arrivera la semaine prochaine. Et du coup, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!